La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Les députés togolais autorisent l'identification biométrique des personnes physiques. Chaque citoyen aura bientôt un numéro à lui coller et qui lui facilitera l'accès aux services publics et aux autres programmes sociaux. La présidente de l'Assemblée nationale parle de l'adoption de ce texte comme d'un pas de plus dans le processus de modernisation et de dématérialisation de l'administration publique au Togo. Avoir son terrain au Togo et en jouir facilement peut relever d'un parcours de combattant, mais il y a des dispositions légales pour réduire les risques. Un dossier dans ce journal sur l'immatriculation des biens immeubles au Togo. Et puis, les chiffres de contamination au Covid-19 augmentent. Paradoxalement, les populations deviennent de plus en plus négligentes quant à l'observance des mesures barrières. Le constat est triste aussi dans la ville de Kara. Nestor Mouzou a fait un tour, nous le verrons. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Très bientôt au Togo, à toute personne physique et résidant sur le territoire, toute personne donc de nationalité togolaise, un numéro d'identification unique. On parle d'identification biométrique des personnes physiques. Les députés de la 6e législature en plénière ce jeudi ont voté à l'unanimité la loi qui permettra aux dirigeants de reconnaître distinctement tout individu. Nous vous proposerons plus de détails sur ce sujet dans le courant de ce journal. Pour faciliter les échanges économiques par le corridor Togo-Burkina Faso, il est institué un prélèvement de 0,5% de la valeur de la marchandise en transit. C'est la garantie unique. Les acteurs interétatiques de mise en œuvre de cette disposition sont à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo à Dapaon pour 6 jours. 6 jours avec objectif d'assurer une implémentation efficace de la mesure. Kaznambaga pour le compte-rendu de l'ouverture des travaux. La Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCIT, et sa sœur du Burkina Faso mettent ici au point les derniers réglages pour l'implémentation effective de la garantie unique sur leur corridor commun. Il s'agit d'un mécanisme qui consiste à prélever en une seule fois et au début de chaque opération de transit 0,50% de la valeur CAF des marchandises de passage à titre de caution afin de garantir les droits, taxes et pénalités encourus sur le territoire de transit lors de la traversée de la marchandise. Les deux chambres de commerce sœurs ont pour charge la gestion du fonds de garantie qui va permettre de stimuler les échanges de marchandises entre les pays de la communauté de la CEDEAO. Et donc c'est issu de la convention Trieux qui a été mise en place par les chefs d'État depuis fort longtemps. En effet, c'est depuis 1992 que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont signé la convention de transit routier inter-État Trieux pour promouvoir la libre circulation des personnes et des biens. C'est cette vision avant-gardiste qui a évolué en fonds de garantie, puis en fonds de garantie unique qui ambitionne de faciliter les échanges communautaires par la réduction des coûts, la simplification des procédures, l'accélération des mouvements des marchandises et l'augmentation du flux du transit. La caution unique va permettre de faire une seule perception au lieu de deux. Et donc ça va faciliter la fluidité de marchandises. C'est dans le cadre aussi d'activer la mise en œuvre du plan national de développement qui a mis en son axe 1 le développement d'un hub logistique. Et pour cela, on doit créer les conditions idoines permettant de faciliter les échanges de marchandises, des produits et toute la logistique autour de là en vue de stimuler la croissance. À l'issue des travaux, nous devons passer à l'étape importante qui est la mise en place de la caution unique de perception du fonds de garantie
entre les deux chambres de commerce. Ce recouvrement de la caution unique sera implémenté à la direction régionale des douanes des Savanes, au bureau des douanes de Séquencé et au poste des douanes de Pognon au Togo. Voilà qui souligne le rôle déterminant de l'OTR qui est au démarrage et à la fin de toute opération de transit de marchandises sur le territoire national. C'est depuis 2014 que tel projet a germé, mais avec du temps et du recul, nous avons travaillé pour aujourd'hui parvenir à des procédures consensuelles, non seulement entre les douanes du Burkina Faso et du Togo, mais en même temps conjointement avec les parties chambres de commerce du Togo et du Burkina. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à valider des procédures de transit acceptables et acceptées des 4 acteurs essentiels de ce projet, que sont les douanes des 2 pays et que sont les chambres consulaires des 2 pays. Et nous venons ici à Dapaon parfaire ce travail qui devrait nous permettre en début de l'année prochaine de lancer définitivement ce projet de mise en œuvre de la caution unique dans le rapport d'échange entre le Togo et le Burkina Faso. Les assises portent sur, entre autres, la garantie unique et sa mise en œuvre sur le corridor Togo-Burkina Faso, l'état des lieux de la procédure de transit, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, les enjeux de la garantie unique dans les procédures des postes de contrôle juste à poser, le tout assorti de visites de terrain. La démarche est bien appréciée par la partie burkinabé. Nous avons une très bonne collaboration entre les différents pays. Et cette collaboration s'est traduite à travers plusieurs rencontres que nous avons eues ensemble pour échanger sur ce projet. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour que l'aboutissement de ce projet puisse être vraiment réel. Donc, nous apprécions positivement la tenue de cette mission conjointe Togo-Burkina à Dapaon. Le préfet de Tonne a rendu un hommage mérité au chef d'État togolais et son homologue burkinabé pour leur volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération économique entre leurs pays. Un engagement qui a permis l'aboutissement de ce projet de mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina dont les termes vont être finalisés au cours de ces assises. Et de Dapaon, nous nous rendons à Kpalimé, où la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre a tenu ces 2 derniers jours une rencontre pour revisiter son plan de travail 2020. Les activités de la Commission sont bouleversées, vous le savez, par la pandémie du Covid-19. C'est donc une rencontre pour une réorientation, pour une meilleure atteinte de leurs objectifs. Le point avec Sylvain Raboudou. En début d'année 2020, un plan de travail annuel a été élaboré par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, un plan qui devrait normalement servir de guide pour l'orientation des programmes d'activité 2020. Mais ce plan a été mis en cause par la pandémie liée au coronavirus. La Commission veut donc le réadapter face aux exigences de l'heure. Ce qui témoigne donc de cette rencontre pour définir une feuille de route, réfléchir sur de nouveaux mécanismes et de nouvelles orientations susceptibles de réadapter ce plan dans le contexte de la pandémie. Il nous est paru nécessaire de réfléchir à de nouvelles orientations. La Commission aura fait le bilan d'abord des activités qui ont été réalisées pendant un certain temps et ensuite envisager les perspectives qui vont prendre en compte non seulement la situation de la Covid, mais aussi les missions et attributions liées afin qu'ils sont assignés à la Commission pour lutter aux côtés du gouvernement contre l'insécurité et la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre dans notre pays. La rencontre est dénommée « Retraite des membres et du personnel administratif de la Commission en vue de la réorientation de ses activités au regard du Covid-19 ».
Une rencontre d'échange pour mieux recadrer les activités, selon le vice-président de la commission, destinée à donner un nouvel élan à la structure engagée dans la préservation, la protection de la paix et la sécurité. Cette maladie, comme nous le constatons tous, n'épargne aucun pays sur la planète et bien bouleverser tous les plans de développement. Il en est de même des agendas initialement établis à la Commission de lutte contre les armes légères. Dès lors, après demi-réflexion, nous nous sommes résolus à ne pas nous résigner face à cette situation qui a l'air de s'installer dans la durée. C'est pourquoi, en rapport avec le développement de la maladie et les consignes bien claires des autorités sanitaires selon lesquelles on doit apprendre à vivre avec la maladie, nous avons décidé de nous retrouver autour de la présente retrouvaille dénommée retraite afin de donner de nouvelles orientations aux actions de la Commission pour les prochaines étapes à la lumière du Covid-19. La planification des activités pour le compte de l'année 2020 va donc permettre à la Commission de lutter efficacement contre le trafic illicite des armes et surtout préconiser la paix et la sécurité sous toutes ses formes en vue du bien-être des populations. Première réunion ce jeudi à Lomé des comités miroirs nationaux de l'Agence nationale togolaise de normalisation. Une rencontre de partage d'expériences sur les normes validées par le Togo et reconnues à l'international. Les membres donc des comités miroirs sont aujourd'hui outillés sur ce qui constitue un avantage concurrentiel pour les entreprises. Compte rendu, Lucassi. Elles interviennent dans tous les secteurs socio-économiques. Les normes contribuent à atténuer ou à éviter les litiges dans la mise en œuvre des contrats d'exécution. Au Togo, un code norme est adopté et validé par l'ISO pour identifier le pays dans le système de normalisation mondiale. L'initiative est chapeautée par l'agence togolaise de normalisation ATN. Pour mieux réussir sa mission, l'agence a mis en place des comités miroirs nationaux. Ils tiennent ici leur première réunion. Les comités miroirs sont des comités de projet. Chaque fois qu'il y a un nouveau projet, on met en place les parties prenantes et on essaye de discuter avec eux sur le projet thématique déterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce projet-là, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est que tous ceux qui ont un intérêt à ce que les choses se passent bien vont venir dans le comité miroir. Mais ils n'ont pas pour vocation de rester là-bas en permanence. Dès que le projet est fini, le document final est reversé au comité technique qui les couvre. C'est ça la grande différence entre un comité technique qui est permanent et un comité miroir national. National parce que ça regroupe toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, les utilisateurs, les consommateurs, les associations, les ONG, tout le monde est inclus dedans. La norme veut qu'on puisse harmoniser nos façons de faire. Nous, on veut que désormais, les enquêtes commodo et incommodo soient publiques et que les gens puissent critiquer le projet avant qu'on mette ça en financement. L'équivalent d'AFNOR, c'est ATN, l'agence togolaise de normalisation. La norme française, ça veut dire NF. La norme togolaise, ça veut dire TGN, ça veut dire Togo norme. À l'heure où le gouvernement mise sur l'agriculture pour booster la croissance économique, avec la promotion de l'entrepreneuriat, la normalisation serait une étape à franchir pour y arriver. Aujourd'hui, ce que l'on cherche dans notre pays, c'est que, comme le chef l'a dit, il faut qu'on aille vers la normalisation du pays en appliquant les normes dans tous les compartiments possibles et imaginables. Et surtout, dans les marchés publics. Avant de commencer un projet, n'importe lequel, il faut se poser la question, dans le domaine dans lequel je vais aller, quelle est la norme qui s'applique? Ce n'est pas on crée la société et après on vient chercher la norme. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Quand vous appliquez la norme, vous pouvez traverser n'importe quelle frontière. Maintenant, il faut savoir où tu veux aller. Si vous voulez envoyer un produit au Nigeria, il faut voir s'il n'y a pas une norme continentale ou bien régionale, la CEDEAO. Si vous avez une norme CEDEAO harmonisée, si votre produit respecte ça, vous pouvez aller au Nigeria sans problème. C'est ce que font beaucoup de pays qui vont actuellement sur le marché nigérien. Si vous voulez aller en Europe, il faut prendre les normes européennes. Vous voulez aller en France, il faut la norme française. Dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la santé, on a besoin de normes dans tous les secteurs. Vous voulez faire pisciculture, élever des poissons, tilapia et consorts. On a des normes dans ce domaine. Mais les gens font aujourd'hui élevage, mais ils ne savent pas la norme. C'est que pour eux, c'est juste économique. On vend,
Et puis c'est bon, les gens mangent. Or, la norme, on veut s'assurer que ce qu'on vend soit conforme et que celui qui l'achète achète quelque chose de qualité et qu'il sache qu'à la fin, son produit serait un produit cosmétique pour le consommateur lambda que nous sommes tous. Si les normes servent à partager les connaissances, elles protègent les producteurs et consommateurs, puis impactent positivement le produit intérieur brut PIB. Et cette question, quelles conditions remplir pour avoir accès au marché, aux 25% des marchés publics dédiés aux femmes et jeunes entrepreneurs décidés depuis 2018, le ministère en charge du commerce forme les femmes et jeunes entrepreneurs qui jusqu'ici n'arrivent pas à jouir pleinement de cette mesure. La formation a débuté ce jeudi, on voit cela avec Immaculée Bawe-Abalo et Dodo Waré. Sur les 20% des marchés publics dédiés aux femmes et jeunes entrepreneurs, à peine le quart a été atteint. Le coût évalué porte à 10 milliards sur 40 milliards de francs CFA prévus. Un faible taux d'accès dû à plusieurs facteurs. Les résultats escomptés n'ont toujours pas atteints. Pour plusieurs raisons. Les jeunes, souvent, ne sont pas très outillés, ne maîtrisent pas les techniques pour élaborer leur dossier d'appel d'offres pour pouvoir gagner les marchés. Donc le chef d'État instruit le gouvernement, bien toutes les autorités à prendre des dispositions pour pouvoir accompagner sur tous les plans ces jeunes et femmes-là à maîtriser les techniques pour bien préparer les dossiers d'appel avant de pouvoir gagner facilement ces marchés. Donc il devient urgent de pouvoir renforcer leurs capacités, de les aider, de les accompagner afin qu'ils puissent remplir aux conditions fixées par les autorités contractantes. Seulement 3,3 milliards ont été occupés par les femmes alors que cette mesure est portée à 25% depuis 2019. L'une des femmes expose les obstacles qui freinent l'obtention de ces marchés publics. Moi, je suis dans le domaine du matériel informatique. Donc, au moment où on vous demande l'autorisation du fabricant, voilà, c'est une pièce qu'on ne peut pas obtenir sur le champ puisque le fabricant ne se trouve pas sur le territoire national. C'est difficile d'avoir accès à ce document. Et la deuxième difficulté que nous avons, c'est que nous déposons les demandes de renseignement de prix ou bien on dit la liste, de constituer la liste des fournisseurs. On constitue la liste des fournisseurs, mais on ne nous fait pas toujours appel. Donc, on se dit peut-être que la veille commerciale, on a un défaut par rapport à cela et cette formation vient vraiment à point nommé. Les participants à cette rencontre sont appelés à vulgariser les connaissances acquises pour permettre à tous les jeunes et femmes entrepreneurs enregistrés à la Direction nationale du contrôle des marchés publics d'avoir suffisamment d'informations sur les règles qui régissent la commande publique au Togo. Et cette signature d'un accord de partenariat entre l'Université de Kara et l'Agence nationale de volontariat du Togo. La première, elle forme des ressources humaines et la seconde, elle facilite l'insertion de ces ressources humaines compétentes. Elles sont donc complémentaires et c'est à ce titre que le partenariat a été établi dans l'intérêt des jeunes. Nestor Mozo nous en parle. L'Université de Kara forme depuis 2004 des ressources humaines dans plusieurs domaines. Mais l'insertion de ces ressources humaines reste encore un des grands défis à relever par cette institution. C'est dans la recherche des solutions à ce problème qu'elle se tourne vers l'ANVT, Agence nationale du volontariat au Togo, pour établir un partenariat avec elle. Nous attendons que, avec l'expertise de l'agence, les étudiants de l'Université de Kara et de manière plus globale, la jeunesse du Septentrion puisse avoir accès à des informations, à des opportunités de formation et à des opportunités de mise en stage pour des spécialisations de manière à faciliter l'insertion professionnelle de ceux qui auront bénéficié de ces formations, qu'ils soient diplômés de l'université ou simplement des jeunes scolarisés ou déscolarisés.
L'Université de Kara va de son côté accompagner la NVT avec des conseils et des appuis appropriés pour le développement et la reconnaissance du volontariat national au Togo. L'Université de Kara est dans le nord l'école supérieure la plus importante où beaucoup de jeunes cadres sont formés. Donc à travers cet accord, nous allons rapprocher nos services de ces étudiants. Nous allons travailler dans la recherche en matière du volontariat. Nous allons travailler dans l'enseignement de certaines unités de valeurs qui parlent du volontariat, qui déjà suscitent l'intérêt chez les jeunes, qui leur montrent s'ils veulent faire partie des volontaires qui travaillent aux côtés des populations, comment faire, où aller, à quelle porte frapper. Donc déjà, c'est rapprocher le travail que nous faisons aux étudiants de Kara. L'Université de Kara et la NVT se sont engagés pour jouer chacune sa partition pour faire de ce partenariat un partenariat fructueux au profit de la jeunesse togolaise. L'Université de Kara emboîte ainsi les pas à l'Université de Lomé qui a déjà signé un accord similaire avec l'Agence nationale du volontariat au Togo. Et je vous le disais en titre, très bientôt au Togo, à toute personne physique de nationalité togolaise et résidant sur le territoire, un numéro d'identification unique. On parle d'identification biométrique des personnes physiques. Les députés de la 6e législature en plénière ce jeudi ont voté à l'unanimité la loi qui permettra aux dirigeants de reconnaître distinctement tout individu sur le territoire. Plus de détails avec Noélie Assobavi et Augustin Kossi. Attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou résidant au Togo un numéro d'identification unique. La question est jugée très sensible et la protection des données démographiques et biométriques s'impose. Ce n'est ni un recensement, ni un texte privatif des libertés individuelles. Les députés le savent très bien. Dans un examen minutieux, ils passent au crible les aspects sécuritaires et juridiques de la question. À terme, les groupes parlementaires donnent un avis favorable. À l'unanimité, la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo est votée. On a accepté parce que ce projet participe au processus d'identification des populations. Vous savez, comme opposition, on a toujours demandé que l'ensemble des populations soient identifiées. On a même été interpellé par le Parti des travailleurs. On s'est vraiment impliqué, on a fait les travaux en commission pour nous assurer que l'intérêt du plus grand nombre soit bien servi. Alors ce projet de loi, il a plusieurs avantages, que ce soit dans le déploiement de politiques sociales, si on veut cibler les populations comme on vient de devoir le faire pour le programme Novici, ça peut aider donc sur le plan social, sur le plan fiscal, pour élargir l'assiette fiscale, savoir combien nous sommes et faire une migration pour avoir plus de gens qui sont imposables et donc qui participent à la génération de ressources dans le pays pour des raisons économiques. Le numéro d'identification unique n'est pas une carte d'identité ou un certificat de nationalité ou une carte d'électeur. C'est un numéro qui leur permet d'être identifiés, ce qui est unique à eux, qui leur est particulier. Donc c'est très important qu'ils participent au processus lorsque ça va se déployer, pour qu'ils aient ce numéro-là, parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir les servir tout au long de leur vie. À votre naissance, vous avez ce numéro-là. À 5 ans, on prend vos empreintes digitales. Ça va permettre de vous suivre sur le plan scolaire, donc éducatif, médical, santé. Si vous êtes malade, avec ce numéro-là, on peut vous suivre également, économique, si vous faites un prêt à la banque. Un projet de loi que moi j'ai qualifié de révolutionnaire, d'inédit, parce que tout le monde en bénéficiera. Depuis la capitale jusqu'au tréfonds de nos populations. Parce que ceux qui n'ont même pas de documents d'identification, qui n'ont pas de naissance, peuvent être enregistrés et être connus comme soit des Togolais ou des gens existants au Togo. Ceux qui ont besoin de faire des prêts, ceux que l'État accompagne, ceux qui l'accompagnent au niveau des agriculteurs, ceux qui l'accompagnent au niveau des jeunes, des femmes, ceux qui l'accompagnent dans les projets, tout cela sera enregistré. C'est des terminaux qui vont être là. Les gens viennent s'identifier, donner les renseignements et on leur prend à travers leur empreinte et éventuellement l'iris, les éléments qui sont constitutifs de leur identité. Il faut encourager les gens à aller s'enregistrer parce que l'efficacité du système repose exclusivement sur l'inclusion du système. Aujourd'hui, nous avons à peine 25% des Togolais qui ont une carte d'identité.
ce qui pose le problème du fichier électoral. Donc si les gens s'enregistrent, ça permet d'avoir des données qui sont spécifiques à l'individu. Et en ce moment, si nous avons entre 115 et 90% des personnes qui sont enregistrées, le système sera efficace. Ça va lutter contre le terrorisme parce que chaque fois qu'on trouve quelqu'un quelque part, rien que par son identité, on sait réellement qui la personne est. L'identifiant unique pour tous est pour le gouvernement une étape fondamentale pour la mise en place d'un registre social unique, de la couverture maladie universelle, de la digitalisation de l'état civil et le ciblage des bénéficiaires des aides sociales. C'est donc la base juridique du système d'identification biométrique au Togo. La loi d'identification nationale biométrique intervient dans le contexte des engagements pris par le chef de l'État durant la campagne présidentielle, en constituant un signal très fort de sa volonté et de son engagement à poursuivre la politique d'inclusion socio-économique et financière pour le développement du Togo. Le projet d'identification biométrique que nous allons mettre en œuvre bénéficie en outre du soutien de la Banque mondiale à travers le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion, WURI, en Afrique de l'Ouest. Ce programme vise à fournir des justificatifs d'identification unique reconnus par les gouvernements à tous les individus présents dans les pays qui participent au projet, indépendamment de leur nationalité, de leur statut juridique ou de leur lieu de résidence. L'adoption de la présente loi est historique, car elle pose pour la première fois les bases juridiques du système d'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Par cette adoption, vous marquez votre adhésion et celle du peuple togolais au projet d'identification biométrique des personnes physiques que le gouvernement s'apprête à mettre en œuvre dans les mois à venir. Ce projet innovant et ambitieux est la réponse aux défaillances constatées dans l'identification des personnes physiques au Togo. Il est conçu pour faciliter l'accès aux services via le développement de plateformes d'identification de base et va permettre à toutes ces personnes identifiées de pouvoir obtenir et avoir accès à un certain nombre de services que l'État se doit de rendre à la population. Il permet à l'ensemble des Togolais d'exister devant l'administration. La loi garantit la protection des données à caractère personnel et crée l'Agence nationale d'identification placée sous l'autorité de la présidente de la République avec la tutelle technique des ministères chargés de l'économie numérique et de la sécurité. Le système biométrique soulève des interrogations au regard des règles de droit applicables selon la présidente de l'Assemblée nationale. Elle salue l'obligation de confidentialité faite aux dirigeants et personnels de cette agence. C'est une mesure de garantie et de sécurisation des données démographiques et biométriques qui seront recueillies. Et un dossier dans ce journal qui aurait intéressé bien de Togolais, je vous l'annonçais en titre. Nous serions tous animés de ce noble désir du vivre chez soi, dans sa propre maison. S'ensuit donc une course effrénée vers l'acquisition de parcelles pour y bâtir son abri. Mais les arnaques et les multiples ventes de terrain jonchent aussi le parcours. Un code foncier et domanial est en vigueur depuis 2 ans pour mettre de l'ordre. Mais le connaît-on vraiment ? Chaznambaga a choisi de nous renseigner sur la procédure d'immatriculation d'un bien immeuble. Nous vous proposerons ce dossier dans nos prochaines éditions. Restez juste avec nous. Et les chiffres du Covid ce jour au Togo, la situation donc de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du 3 septembre 2020 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1443. 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1071. 16 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 341. Le nombre de décès est de 31. Un nouveau décès depuis hier. Le point donc est dans un communiqué signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et donc le Covid-19
poursuit sa course, poursuit sa propagation à travers le monde et au Togo, chaque jour avec de nouveaux contaminations. Depuis son apparition au Togo en mars dernier, vous le savez, le gouvernement a édicté des mesures pour faire barrière à sa propagation, mais l'on remarque ces derniers jours un certain relâchement dans l'application de ces mesures. À Kara, Nestor Mouzou a fait un tour dans la ville pour constater, c'est plutôt triste. Voir ce reportage. Le Togo a rendu obligatoire le port du masque ou du cache-nez depuis le 16 juillet dernier. Cette mesure constitue l'une des dispositions majeures pour lutter contre le coronavirus. Si au départ cette mesure semblait être bien appliquée, aujourd'hui certains citoyens vaquent à leurs occupations sans s'en préoccuper. À la question de savoir pourquoi ils ne portent pas de masque, ils tentent de se justifier. J'ai un masque, mais comme ma maison n'est pas loin d'ici, j'ai oublié de le prendre. Fais l'oublier. Comme je ne vais pas loin, c'est pour cela. Comme on a fait de voyager là, ça est dans la voiture quoi. Sinon franchement, on est en train de porter les cache-nez quoi. Quand les gens veulent les cache-nez, on va bien faire les D'autres, c'est à la vue de la caméra qu'ils sortent leur cache-nez. Cela porte à croire que les autres mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 sont dans le même cas de figure. Cela ne saurait être compris, d'autant plus que les chiffres de contamination ne font que grimper. Le Togo a enregistré son premier cas de coronavirus le 6 mars. Aujourd'hui, il compte plus de 1400 cas confirmés avec plus de 350 cas actifs et presque une trentaine de décès. Même si le pays est l'un des moins touchés dans la sous-région, le danger est bien réel. Beaucoup en sont quand même conscients et rappellent les autres à l'ordre. Certains se permettent de dire que cette maladie n'existe pas. Moi, je suis convaincu qu'elle existe. Nous suivons à la radio des informations liées à la lutte contre cette maladie pour la vaincre. Chez moi ici, si quelqu'un arrive sans cache-nez, je lui demande d'aller le chercher parce que nous ne savons pas qui est porteur de la maladie ou qui ne l'est pas. Au fait, ce qu'on nous dit sur la maladie, c'est pour notre bien parce que personne n'est capable de mourir et honnête. Même si tu vas en finir, tu prends l'argent, tu dois laver les mains. Quand on nous parle de cache-nez là, on ne doit pas oublier cache-nez parce qu'on est en train de voir ce qui se passe. Parce qu'on ne doit pas blaguer avec cette maladie parce qu'il n'y a pas de produit pour ça pour le moment. En fait, ça sert à protéger notre visage pour ne pas être affecté de cette maudite maladie. Par exemple, je peux toucher quelqu'un par mégarde et me servir de cette même main pour toucher ma bouche ou mon nez. Or, cela se contamine automatiquement. Et donc, par le cache-nez, je pourrais éviter beaucoup de choses. On doit faire vraiment preuve de prudence afin de pouvoir éradiquer cette maladie. La lutte contre le Covid-19 est un combat collectif. Pour que cette lutte soit efficace et couronnée de succès, chaque citoyen doit appliquer systématiquement les mesures prises par le gouvernement, notamment le port du masque, le lavage des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques, la distanciation sociale, éviter les attroupements, tousser et éternuer dans le creux du coude et se moucher dans un mouchoir jetable. Alors ce malheureux constat à Kara s'applique à bien d'autres villes du pays. Une prise de conscience générale s'impose. Vous rappelez encore les chiffres de la situation de la pandémie donc au coronavirus au Togo. À ce jour du 3 septembre 2020, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1443. 9 nouveaux cas de contamination depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1071. 16 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 341. Et le nombre de décès est porté aujourd'hui à 31. Un nouveau décès du coronavirus au Togo depuis hier. C'est signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mjiyawa. Et nous ouvrons la page des sports. Bonsoir Jean-Kofi Edeji. Bonsoir Lisa. J'espère que vous allez bien. Très bien. On commence avec cette rencontre d'échange qui a réuni les présidents des fédérations sportives autour du ministre en charge des sports. Oui Lisa, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la recherche des voies et moyens en vue de la reprise des activités sportives sur le territoire national. Elle s'est tenue hier au cabinet du dit ministère. Le compte rendu Martin Sandani Mankoubi. Un secret pour personne,
Cette rencontre d'échange entre le ministre en charge des sports et les présidents de fédérations sportives se situe dans la perspective de la reprise des différents championnats et compétitions au Togo. À cet effet, le ministre en charge des sports, Katari Foulibazi, a émis le vœu que les présidents de fédérations puissent trouver des propositions adéquates en vue de convaincre les gouvernants à favoriser la reprise des activités sportives malgré la pandémie du coronavirus. Pour permettre au gouvernement de prendre en compte la situation du monde sportif, il est nécessaire que les propositions viennent des acteurs eux-mêmes. Alors nous nous sommes dit qu'il faut une rencontre comme celle-ci, pour que le président des fédérations essaye d'échanger avec le cabinet sur les mesures que nous pourrons prendre pour que les activités sportives puissent recommencer. Parce qu'en réalité, on ne saurait rester dans un état sans sport tout le temps, étant donné que les activités sportives se trouvent être les activités qui embrassent le maximum de nos concitoyens. Donc ceci étant, j'aurais bien voulu qu'à cette rencontre-là, que ce ne soit pas le gouvernement, que ce ne soit pas le comité national de riposte qui se mette à réfléchir sur les conditions dans lesquelles les activités doivent recommencer, mais que ce soit nous-mêmes, acteurs du sport, qui réfléchissons et qui faisons la proposition au gouvernement et à la Commission nationale de riposte contre la COVID-19. Un comité composé des membres de chaque fédération sportive sera mis en place pour défendre le dossier. Une initiative vivement saluée par certains présidents de fédération. Dès que nous avons reçu l'avis de réunion, nous avons été tout de suite soulagés parce que nous cherchions déjà à le rencontrer pour lui poser un certain nombre de doléances. C'était une opportunité heureuse et nous avons dit ce que nous en pensons. Mais nous sommes en train de tendre vers la proposition d'un comité autour du ministère composé d'un délégué par chaque fédération, qui recueillera les propositions au niveau de chaque fédération, venir les compiler et faire un document qui sera une sorte de plaidoyer à l'endroit de l'autorité. Au niveau de la Fédération togolaise de football, bien qu'ayant fixé la date de la reprise des championnats, une dérogation a été soumise au ministre en charge des sports pour permettre les préparatifs des compétitions internationales. Mais notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est les compétitions internationales, puisque aussi en interne, nous n'avons pas d'obligation vis-à-vis de quelque acteur que ce soit, mais à l'international, les dates s'imposent à nous. Donc c'est à ce niveau vraiment que nous restons préoccupés par rapport à la reprise des séances d'entraînement de toutes les équipes nationales, y compris les clubs qualifiés pour représenter le Togo à l'échiquier continental. Je crois qu'à ce niveau également, il y a une requête introduite au niveau du gouvernement tendant à la demande d'une dérogation spéciale pour toutes les équipes nationales pour qu'elles puissent se remettre au travail dans des conditions strictes. À la fin de la rencontre, les acteurs sportifs ont soumis des recommandations au gouvernement. Et bientôt également des élections dans les districts préfectoraux de football et les candidats, Jean, s'annoncent déjà. Effectivement, Alice, c'est le cas de Patrice Agbouli, tête de liste Ensemble pour la refondation du district de la préfecture de Golfe. Mercredi à Lomé, à travers un point de presse, le candidat a présenté les grands axes de son programme d'action. Compte rendu à Flem Johnson. Ensemble pour la refondation du district. Les 12 et 15 septembre prochains, la FTF procédera aux élections des comités de gestion du football dans les districts. Pour ce faire, des listes se sont constituées partout ailleurs pour la direction du sport roi dans les différentes préfectures du pays. Si parmi les préfectures qui constituent désormais des districts de football, certaines présentent une seule liste, dans d'autres par contre l'enjeu est de taille. C'est le cas de la préfecture du Golfe où l'on compte 2 listes. Parmi elles, la liste Ensemble pour la refondation du district avec à sa tête Patrice Agbouli. Ce dernier, connu dans la sphère du football togolais, voudra vraiment jouer ce rôle pour plusieurs raisons. Mettre un accent particulier sur le football à la base, c'est-à-dire que les compétitions pour les catégories inférieures.
et ensemble mettre sur pied aussi une direction préfectorale, technique préfectorale, pour donner un accent particulier au niveau de la formation à la base. Vous savez, le football, c'est à la base. Et lorsqu'on parle du district, c'est le football à la base. De transformer d'une manière ou d'une autre les anciens districts en sous-districts pour que le football puisse évoluer. C'est pourquoi, dans notre programme, nous voulons transformer ces anciens districts-là à un sous-district ou bien à une structure de décentralisation pour que le ballon puisse rouler et que le rapprochement des équipes se fasse dans de bonnes conditions. Conscient de l'enjeu, Patrice Agbouli et son équipe, s'ils sont élus au soir du 15 septembre, devront tendre la main aux uns aux autres en vue du rayonnement du football dans le district de Lomé-Golf. Nous avons pris les membres dans tous les districts. C'est pourquoi nous avons dit c'est ensemble que nous allons travailler. Personne ne sera sur le carreau. Parce que la tâche est tellement immense, une seule personne peut le faire. C'est pourquoi les anciens présidents du district, nous nous sommes entendus, chacun a apporté les valeurs sûres de son district pour que nous puissions faire une liste commune. Parce que nous sommes appelés pour le développement du football à la base. Et nous devons être unis et solidaires pour que ce développement se fasse. Les 12 membres de la liste Ensemble pour la refondation du district, parmi lesquels 2 dames, ont été également présentés à la presse. Merci Jean-Kofi Edeji pour ces informations sportives. À jeudi prochain. Oui, merci beaucoup Lysser. Et c'est ce qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem. Mais n'oubliez pas que le Covid-19 existe au Togo. On en meurt et on en guérit aussi en nombre. Sortez toujours protégés pour vous et pour les autres. Bonsoir.